Bonjour, alors je m'appelle Jérôme Chegal, je suis développeur web chez Studio Meta depuis maintenant 2 ans. Je vais vous présenter en fait la création d'un jeu vidéo en 2D avec la librairie JavaScript Phaser. Alors du coup, l'idée principale en fait c'était de créer un jeu vidéo utilisant l'image de marque d'un sprinter du Tour de France qui s'appelle Peter Sagan. C'est une image utilisée par l'un de nos clients pour promouvoir leur marque. Donc à la base, ça devait être un petit jeu, et donc du coup, on est parti sur un petit jeu vidéo en 2D pour le côté ludique pour les utilisateurs, et donc les potentiels clients de nos clients. Et donc fidéliser un petit peu plus leur cible, si on peut dire. Alors du coup, donc ça c'est Peter Sagan. Pour petite précision, notre client est un fabricant de douchettes. Voilà, ça explique qu'on n'a pas des gens qui font pas ces photos-là tous les jours. Et donc du coup, ça c'est Peter Sagan. Et donc il fallait utiliser son image de marque. Et donc on est parti sur un petit jeu vidéo en 2D. Donc en fait, où on incarne tout simplement le sprinter Peter Sagan. Et son but étant d'arriver à la fin de son sprint. Bonjour toi. Ça devrait aller ? Ouais. Où il devait en fait arriver à la fin de son sprint dans un temps imparti qui était à peu près de 40 secondes. C'était ce qui était défini. Forcément, c'était pas intéressant de le faire aller d'un point A à un point B gentiment. Forcément, donc on s'est dit quels étaient les ennemis, les obstacles potentiels. Alors au départ, on s'est dit les spectateurs qui te donnent des coups de coude ou qui courent derrière les motos, c'était peut-être pas forcément le plus sympa. Donc on est parti sur un truc de beaucoup plus naturel. Des vaches, des bûches, des clous sur la route, et voilà. C'est beaucoup plus naturel forcément. Et donc l'idée en fait c'était de parcourir en 40 secondes d'un point A jusqu'à l'arrivée. On gagnait 20 points toutes les secondes. Et arrivé à la ligne d'arrivée, on avait gagné 1000 points en plus. C'était des points bonus. Et en fait, si on s'arrêtait, si on se prenait un obstacle, c'était terminé, la partie était terminée, on garde nos points, mais elles seront cumulées au fur et à mesure des parties. L'idée étant bien sûr de faire le plus de parties possible pour cumuler les points et donc après participer au jeu concours de la marque. On est arrivé à des scores assez intéressants. Il y a des gens qui ont joué à peu près. C'était sur une période d'un mois, donc le temps truc. Je crois que le gagnant, il était à plusieurs millions de points. En certain que c'est à peu près 2200 points par partie maximum. Donc ça fait pas mal de parties. Donc du coup c'est un jeu qui a globalement très bien marché. Alors après vérification, on s'est quand même posé la question, on a quand même regardé les logs et tout, des parties, on s'est dit est-ce que c'était vraiment exactement est-ce que c'est un bot. Alors on a eu des bots, ça va être une partie que je vais expliquer un peu plus tard dans la sécurité, mais non, c'est bien une personne bien physique qui a bien joué. Il y en a quelques-unes qui ont fait vraiment le jeu à fond, si on peut dire. Donc du coup, pourquoi Phaser? Alors il y a plein de librairies qui forcément englobent tout le marché. Donc il y a Phaser, alors je ne vais pas te dire de bêtises, il y a Phaser, il y a Melon.js, il y a Pixie.js, il y a Cocos2D, il y a Kiwi.js, Quintus et plein d'autres qui ont tous des plus, des moins, ainsi de suite. Nous on est parti sur Phaser pour plusieurs raisons. La doc est très complète, il est gratuit, il y a une énorme communauté, il y avait énormément de jeux déjà qui ont été faits dessus, donc du coup énormément de bouts de code qu'on pouvait réutiliser et qui pouvaient nous aider. Et du coup forcément avec la communauté c'était plus simple de retrouver, d'avoir des réponses à nos questions. Et voilà, il donne plein de possibilités. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, pour créer, donc on va pas vraiment créer un jeu vidéo tous ensemble et tout, vu qu'il n'y a que moi qui ai un ordinateur. Mais je vais vous expliquer un petit peu les bases, les bonnes pratiques que j'ai pu trouver sur internet et pour vraiment bien structurer son projet. Alors forcément, c'est une possibilité parmi tant d'autres, forcément. On peut tout mettre, on peut mettre toutes nos images, tous nos fichiers JS dans un seul dossier. C'est un peu dégueu, mais ça marche. On essaie de bien faire les choses, alors on est parti, alors c'est le début, alors forcément ça fait un peu neuneux.
On est parti en fait sur une structure simple, un dossier asset qui en fait regroupe en fait tous les assets du jeu, mais pas forcément de la partie. Donc le jeu, ça va comporter les styles de boutons du menu, les sons qui seront utilisés, mais rien qui n'est en rapport avec le jeu en soi, la partie. Donc des custom fonts, ce genre de choses. Game Object, le dossier Game Object, c'est vraiment un dossier qui va regrouper en fait tous les fichiers JavaScript qui vont structurer la partie. Donc par exemple, ça va être un fichier player.js qui lui en fait ne va gérer que les mouvements du joueur, donc ses déplacements, ses items, si par exemple c'est RPG, ce genre de choses. Il y a les scores.js qui lui ne gérera que le score. Donc on a vraiment segmenté chaque partie du jeu en plusieurs petites parties pour pouvoir bien travailler dessus, bien les manipuler. Les games assets, donc là c'est vraiment les assets, donc comme pour l'autre, mais que pour la partie. Donc vu que c'est la partie la plus conséquente, il fallait que ça soit trié à côté. Les states, donc c'est les états, forcément. C'est les états, ce qu'on définit dans Phaser comme état, c'est un petit peu ce qu'on veut, mais généralement c'est le boot, le menu, le jeu, donc le niveau 1, le niveau 2, l'écran des scores, ce genre de choses. Et donc c'est lui qui va faire la liaison en fait entre les différentes parties, si on peut dire. Les utils, donc c'est tout simplement deux fichiers, un utils.js et un config.js. Le config, il aura toutes les propriétés qu'on a besoin pour notre jeu, qui seront vraiment qui seront pas uniques à chaque client, mais qui sera vraiment unique au projet. Et un fichier utile, c'est que des helpers qui peuvent nous aider dans le code au lieu de réécrire 20 fois certaines lignes. Et les vendors, on prend Phaser comme un vendor, c'est un choix comme un autre. Et après, du coup, on peut aussi plugger d'autres trucs. Nous, on avait besoin de sécuriser nos appels en Ajax. Donc du coup, on a utilisé JS Encrypt pour vraiment encrypter les données, forcément. Et après, l'index.js, tout simplement, où on met le jeu, c'est là où on dit vas-y lance, et c'est lui qui va faire toute la tambouille après, c'est comme un kernel. Donc on va essayer de faire étape par étape. On va commencer à créer un jeu, c'est simple. On fait un nouveau jeu, on donne les hauteurs, on donne la taille en fait du conteneur du jeu, donc ça va être un canvas. On donne le renderer, c'est le moteur de rendu. Il donne 3 possibilités, qui est en fait WebGL, Canvas et Auto. Auto étant en fait WebGL, si on peut dire. Auto, en fait, il va pas s'embêter, il va voir si jamais WebGL existe dans le navigateur, s'il est fonctionnel, on passe en WebGL, sinon on affiche en Canvas. Pour plusieurs raisons, par expérience, du coup, les retours qu'on a eus, on part pas forcément sur WebGL, on se dirait que c'est bon, on passe sur WebGL, 60 fps et tout comme il faut, enfin c'est comme ça que c'est fait. C'est pas la bonne solution, on est arrivé dans des cas, en fait dans pas mal de cas, où en fait sur mon Chrome par exemple, avec un bon ordinateur, c'était Canvas qui passait le mieux, pas de lag, ça se passait bien. Par contre avec le Firefox de l'autre, et genre par exemple par Retina, c'était du WebGL qui passait. Et après, sur le Safari d'à côté, c'était du WebGL. Et après, sur le téléphone de l'autre, avec un pixel ratio de 3, c'était du Canvas. Donc c'était un peu compliqué. Et du coup, vu que nous, on était sur un jeu de sprinter, donc il demandait quand même un taux d'FPS assez élevé, pour une fluidité de performance, fallait trouver une solution. Il n'y a pas de règles précises, on se dit pas bah voilà, si if Safari, si desktop, c'était beaucoup trop compliqué, on pouvait pas faire ça. Alors, en souci de performance, on a fait un petit hack qui passe. C'est un hack, mais ça passe. Vu qu'en fait notre jeu était sur une page avec un formulaire d'inscription, où d'abord forcément les utilisateurs s'inscrivaient pour pouvoir participer, on lançait le jeu 2 fois pendant le formulaire d'inscription en cachet. On prenait le jeu, on le lançait pendant 5 secondes en mode WebGL, on regardait les FPS moyens, on va dire à peu près 40 par exemple, on lance, il s'auto-kill, il s'auto-relance en mode Canvas, on prend les FPS moyens, on regarde, 60, ok, donc du coup on garde la technologie dans un cookie, un local storage, et du coup on va pouvoir le réutiliser sans refaire de trucs. Et pendant ce temps, il a eu le temps de se storer, du coup, et donc du coup de jouer avec la bonne version. Et du coup, vu que du coup on a déjà lancé le jeu une première fois en mode caché, bah du coup il y a déjà le cache pour les images du jeu et tout ce qu'il faut quoi. Donc voilà, c'est un petit plus.
Le parent, donc on peut lui dire soit de s'intégrer dans un container, soit si on fait rien, il se met dans le body tout simple, donc ça, basique. Et l'anti-analyzing, donc forcément c'est l'anti-analyzing de Canvas, c'est pas l'anti-analyzing, si on peut dire, des jeux vidéo comme tel qu'on le connaît. On peut l'utiliser si on veut ou pas, ça dépend, dans le sens où genre les bonnes pratiques sur Phaser, c'est de lancer le jeu, la largeur de la fenêtre en fait, du navigateur fois le device pixel. Donc par exemple, si y a un Retina, ça va être 800 par 600 x 2, donc il va se lancer en le double, et il va se resizer tout simplement en 800 par 600. Et donc du coup, il y aura cet effet d'anti-aliasing. Mais dans d'autres cas, c'est pas pratique dans le sens où du coup ça va être des devices pixels de 3, alors que c'est des téléphones bas de gamme, début, milieu de gamme. Et donc du coup, en fait, les distances seront extrêmement longues avec énormément de pixels, qui va demander beaucoup de calculs. Donc là-dessus, c'est aussi une jauge à faire selon le type de jeu aussi qu'on a, donc avec un besoin de FPS très élevé ou pas, comme un RPG, où c'est pas vraiment possible. Et après du coup, ça, donc ça crée une variable. Et on donne la config, l'utils, tout simplement, qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Et après, du coup, à notre jeu, on ajoute les différents états. Boot, menu, qu'on a le jeu et les états de gagné et perdu. Et après, du coup, on démarre le jeu en mode boot, qui lui, après, va faire le changement avec tout le reste. Une petite précision sur pourquoi on le lance dans une fonction anonyme et qui s'auto-lance. Phaser, pour une raison de sécurité, c'est du JavaScript, et en fait, vu que c'est du JavaScript, avec la console, on regarde ce qui est défini là, et en fait, on rentre partout, et du coup, genre dans la partie, on est dans la partie, on fait plus 2 millions de points, et c'est bon. La question ne se pose pas. Là, du coup, c'est déjà un peu plus problématique, vu que c'est dans une fonction anonyme, c'est déjà un peu plus chiant de rentrer dedans, pour les petits hackers du dimanche. Et donc voilà, et après c'est plein de petits tricks comme ça, si on peut dire. Alors forcément, comme je parlais avant, il y a l'optimisation, c'est quelque chose qu'on parle déjà maintenant, parce que dans un jeu vidéo, comme dans beaucoup de cas, c'est un truc qu'on ne fait pas une fois que le développement c'est fini. On fait vraiment à chaque étape. On pense optimisation du début jusqu'à la fin du projet. Ça se décide pas, c'est comme ça. Pour la création d'un état, donc en fait tous nos états vont se construire à peu près de la même façon. L'état en fait a des méthodes qu'on va utiliser qui sont en fait propres à Phaser. Donc Phaser va lancer automatiquement ces états. Donc c'est le preload, l'init, create, update et resize. Le preload c'est généralement là où en fait on fait l'appel des assets. Donc d'abord on télécharge les assets, on preload et après on init l'état et après on create. La méthode init, c'est généralement dedans où on initialise toutes nos variables et tout ce qu'il faut. Et create, c'est vraiment là où on va ajouter, où on va créer nos objets sur la map ou dans l'état. Update, c'est une méthode qui est appelée à chaque fois que c'est rafraîchi. En fait, c'est dans le request animation. C'est une fonction qui du coup sera appelée 60 fois par seconde. Du coup, c'est une fonction où il faut faire très attention à ne pas surcharger. On peut, elle est là, elle est faite pour ça, de base. Mais on va essayer de moins la charger, parce que du coup, forcément, plus il y a de calculs dedans, plus il y aura plus ça sera lent, tout simplement. Tout simplement. Donc optimiser au maximum et essayer de l'utiliser le moins possible. Mais après, c'est pas mauvais, elle est faite pour ça. Et resize, après, c'est tout simplement quand on resize ou quand on passe le jeu en full screen, ce genre de choses. Après, il y a plein d'autres fonctions, genre render, pré-render, qui se passent avant, après. Mais ça, tout est détaillé dans la doc, qui est très bien faite, pour le coup. Donc là, je parle juste c'est très simplement chargement des assets. Alors, je ferai un petit zoom, mais là, je vais peut-être pas le faire, du coup. L'idée, en fait, c'est que dans les assets, on les charge tout simplement avec une ligne. En fait, on fait la fonction qui nous dit tu charges cet asset, on lui donne une clé.
Donc par exemple, la fonte, là c'est une fonte, donc on l'appelle Futura Black, et après on lui donne le lien, en fait, tout simplement. Et c'est tout le temps, quasiment tout phaser est fait, en fait, avec cette structure-là, de méthode, clé, lien ou ce genre de choses. Là, pareil, c'est pour une image, qu'on va utiliser plus tard pour un sprite. On lui donne blanc, et quand on voudra l'utiliser, on fera blanc, c'est tout pareil. Pour le nom du joueur, là c'est un peu plus compliqué, enfin compliqué non, mais c'est un peu plus spécifique. Là on load l'atlas, en fait on lui load deux choses, donc on lui donne une clé, donc là c'est par exemple notre joueur, notre sprinter, donc qui s'appelle player, on lui donne le lien avec le sprite, donc les images qui correspondent du coup au joueur, et là du coup c'est un JSON qui va correspondre en fait avec toutes les frames pour les animations. Et ça, c'est un slide que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc voilà, et en fait, une fois que le boot est terminé, on lui dit de lancer sur game.state, et c'est là qu'il va... c'est là qu'il va se lancer. Alors là, par exemple, on va essayer de faire étape par étape, mais on va faire quand même assez court relativement. Créer une map, en fait, c'est juste une fonction. En fait, on lui dit à la création du jeu, dès qu'on lance le jeu, on fait game world set bounce et en fait, on lui définit un carré. En fait, c'est tout simplement un carré noir qui a des limites, tout simplement. Et après, c'est Phaser qui va vraiment gérer tout le système de caméra, de follow, du coup de monde, en fait, si on peut dire. Nous, on a eu des petites précisions, donc là, c'est encore un souci de performance. Nous, du coup, notre jeu, c'est un sprinter qui va aller du début à la fin. Il y avait plusieurs possibilités de performance dans le sens où, genre, nous, on a une map qui fait, on avait calculé à peu près un écran, c'est ça, c'est, on va dire 5 secondes. 5 secondes et le jeu dure 40 secondes, ça avait potentiellement une map de, je vais dire n'importe quoi, je crois que c'est même plus de 20 000 pixels. 20 000 pixels, c'est beaucoup, c'est quand même pas mal de calcul en soi. Et en plus de ça, il faut générer chaque obstacle aléatoirement, avec des niveaux de difficulté différents à chaque écran. Et donc l'idée c'était, est-ce que c'était une bonne idée d'init toute la map et du coup de faire traverser tout notre joueur, ou est-ce que ça serait mieux du coup de partir sur une autre optimisation. Notre jeu est là, notre map ne fait que cette taille, notre caméra ne fait que cette taille, et on donne l'illusion du coup de bouger en fait les décors dans l'autre sens. Donc en fait, la route va partir dans ce sens-là, mais en fait c'est juste un truc de 800 pixels. Là pareil, les éléments de décor ou d'obstacles partent dans ce sens-là. Pour plusieurs raisons, on est reparti sur la première, dans le sens où en fait c'est moins de calcul de faire ça, donc de charger pas mal de distance en pixels, parce que là on est potentiellement sur du 300 obstacles. Ici on a deux animations, en 3 si on peut dire. On a notre joueur qui va de là, la caméra qui le suit, et le changement de voix. Là on a 300 animations qui seront gérées indépendamment. On a donc celui qui bouge pas, on a la route qui bouge, on a les 300 décors et obstacles qui bougent en même temps. C'était un choix, c'est comme ça que on a trouvé que on a compris que du coup c'était plus performant de faire comme ça, donc on est reparti sur cette base-là. Mais du coup, les performances, c'est que ça, c'est que du test, vérifier que tout se passe bien et comment optimiser au maximum. Donc là, maintenant on a créé la map. On va charger notre premier asset. Truc simple, on va charger donc du coup le sprinter. C'est juste une fonction. Voilà, pareil de nouveau à chaque fois. Game add sprite, on lui donne du coup où est-ce qu'il se place en XY et le nom de l'asset qu'on va utiliser, donc l'asset player qu'on avait utilisé dans le boot, tout simplement. Et en fait de base, du coup il est dedans et on peut le manipuler comme on veut, donc on peut lui donner une taille différente, on peut lui changer son point d'ancrage, par exemple, du coup, de base, sa physique fait que son body est là, mais son point d'ancrage est là. Nous, en fait, pour plusieurs raisons que je vais expliquer après, on veut que son point d'ancrage soit là. Parce qu'en fait, nous, sa physique, à lui, elle est là. Elle n'est pas au niveau de son corps, vu qu'en fait, c'est un jeu 2D. Comme ça, nous, on veut que cette physique-là, en fait. Ça, après, c'est juste du skin. Après, des systèmes de scale, de changement de position, rotation, enfin,
Vraiment toutes les... Voilà, c'est juste un petit panel parmi les milliers qu'ils proposent, forcément. Donc là, je vais parler juste du coup de les sprites, l'animation des sprites. Donc, on peut faire deux possibilités. Soit on fait sprite point .x et on incrémente la valeur x dans la méthode update, ce qui est pas forcément la bonne chose vu que bah, du coup on contrôle pas sa vitesse. On ne sait pas en combien de temps il va faire pour aller d'un point à l'autre, parce que par exemple sur écran on est 1980, bah, du coup ça va lui prendre tant de temps. Sur l'autre on est en 320 pour un téléphone, bah, ça sera différent. C'est des proportions totalement différentes, et même on n'a pas la main sur son animation à proprement parler. Donc du coup on utilise Twin. Twin c'est pas Twin de la librairie GZAP, c'est TwinMax, TwinLite. C'est juste un petit utils qui est utilisé, qui est implémenté directement dans Phaser. Pour plusieurs raisons. Si on utilise autre chose à côté, genre TwinMax, en fait on va avoir deux request animation qui seront lancées, donc celle de Phaser et celle de TwinMax. Et du coup, deux request animation, c'est pas forcément très opti. Et en même temps, pour la petite histoire, si jamais on fait déplacer notre joueur de gauche à droite avec un TwinMax, en fait, dès on lance le jeu, on change l'onglet, Phaser se met automatiquement en pause dès qu'il n'est pas dans un onglet actif. Donc du coup, en fait, le jeu va se mettre en pause, mais vu qu'il y a le request animation du TwinMax qui va continuer sa course, il revient 40 secondes plus tard, il aura passé la ligne d'arrivée et il aura volé au-dessus de tous les obstacles. Ce qui n'est pas forcément le but recherché. Donc du coup, voilà, c'est pareil, par contre c'est vraiment comme une implémentation de TwinMax. Donc c'est pareil, on donne l'animation qu'on veut, le temps. Il y a aussi système de easing, auto-start, les délais, les repeats, des yo-yo, tout ce qu'il faut. Et après, tout simplement, on fait des starts, des pauses, comme TwinMax. Du coup. Maintenant qu'on a init la map, on lui a donné la propriété de bouger, donc du coup jusqu'au bout de la map. On lui a donné la propriété de bouger aussi de haut en bas. On va demander à la caméra de le suivre, très simple. Il y a plein de modes de caméra implémentés de base par Phaser. Moi je voulais juste qu'il suive jusqu'à la fin de la map, c'est tout. Donc c'est pareil, on dit juste dire à la caméra de suivre le sprite, c'est tout. Faut pas s'en mettre plus loin que ça, mais ça fait bien le taf. Les interactions, il y a plusieurs interactions. Donc il y a l'interaction d'interface et l'autre que je vais dire juste après. Donc là c'est très simple, hein, c'est comme des boutons sur un menu. Donc c'est ajouter un bouton, on lui donne forcément l'emplacement et tout le reste, et il a directement les méthodes retour, up, up, over et tout ce qu'il faut, où du coup on peut gérer nos animations et les changements de sprite selon si on est avec la souris ou pas, ou si on est au clic ou pas. On a aussi l'interaction forcément en clavier, donc comme on le connaît, il a un truc qui est déjà implémenté, pas besoin de s'embêter à partir avec du jQuery, chercher, ou même du JavaScript pur, directement, voilà et tout. Il a déjà un truc qui est préfet, et c'est préférable de l'utiliser, dans le sens où si jamais vous utilisez la touche espace, un truc très simple, nous on a fait un choix, il n'a qu'une interaction, c'est le mouvement de gauche à droite, ou inversement, je vois pas, se fait automatiquement, mais le changement de voix, c'est nous qui le faisons, c'est le but du jeu. Donc il n'y a qu'une interaction. Donc au lieu de faire des boutons, on touche l'écran, en fait, pour le faire changer de voix. Si jamais on a choisi sur PC aussi de pouvoir utiliser la touche espace, mais du coup Phaser prévoit déjà le cas, on peut désactiver la touche espace parce que si on appuie, il y a plein de jeux où on appuie sur la touche espace et en fait ça scrolle le browser, donc on voit plus le jeu, tout simplement. Donc du coup aussi pareil, il a une implémentation basique qui marche très très bien, autant l'utiliser. Tac. Voilà, clavier. Et voilà. Et après, du coup, il a aussi un système de gamepad virtuel. Donc, comme on l'imagine sur les jeux Android, iOS, hein, qu'on peut bouger, qui a plein de propriétés. On peut le bouger là, il s'auto-scroll. Enfin, il fait déjà tout le taf aussi. Donc, c'est très pratique. Et on peut aussi le plugger, forcément, comme toutes les bonnes bandes d'arcade, si on peut dire. On peut le plugger un petit truc
en Bluetooth, en truc, enfin une manette normale qu'on utilise sur PC ou n'importe. Pour les animations, c'est très simple aussi. Nous, quand on charge des sprites, en fait, c'est juste, c'est le petit. On va pas faire une image pour ça, qui va faire en fait l'événement pédalier quand il a gagné, quand il a perdu. On va prendre une image, on va charger qu'une image, et en fait, on va la découper. Donc, on prend l'image, forcément pas avec les bords rouges, c'est débile. Et dans le fameux fichier JSON, en fait, on lui dit tout simplement, on a un ensemble de frames, la première frame, c'est de là à là, à peu près sa taille, donc en fait, on crée des faux carrés. De base, quand on charge, quand on va charger la 7, sans lui parler d'animation, de base, il sait qu'il va prendre la première frame. Donc il n'y aura pas besoin de s'amuser de base direct avec, mais il va gérer tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, on a notre découpe. C'est simple, dès qu'on a initialisé le sprite avec joueur, on lui ajoute du coup une nouvelle animation, stop, sprint, win, crash. Ça c'est le numéro des iframes, donc en fait celle qu'on avait juste avant dans un tableau. Donc là on veut la 0, 1, 2 pour le fait d'avancer. Donc on va faire 0, 1, 2. Le nombre de fois que cette frame sera affichée par seconde et si on loupe la frame ou pas. Et après du coup, vu qu'elles sont enregistrées, on peut les utiliser comme on veut en faisant play, sprint, play, crash, une fois que selon les différents événements. Maintenant qu'on a toutes les animations, on a la map, on a créé les obstacles et tout ce qu'il faut, on va init le système de collision et de physique. Donc c'est très simple. Soit on calculait nous-mêmes les distances pour les collisions, soit on le laissait faire avec quelque chose qui est déjà implémenté. Nous, on n'a pas besoin de système de physique où il y a un rebond sur le sol ou autre, ce qu'il implémente très bien d'ailleurs. On a juste besoin du système de physique pour calculer les collisions, qui fait tout seul. Donc on start la physique, on lui dit dans quel mode, et en fait c'est là qu'on détecte en fait s'il y a une collision ou pas, avec un élément, avec un obstacle, ou même avec la collision de fin, pour dire que le jeu est terminé. Voilà, toujours une simplicité. Là, donc du coup, je parle un petit peu de la sécurité, donc c'est ce que je disais avant. Au tout début, on avait lancé le jeu en mode, anonyme, justement pour pas qu'ils s'amusent de la console. Il y a quand même d'autres techniques qu'ils peuvent utiliser, mais généralement ça peut arriver sur des gros jeux, genre il y avait Cartoon Network qui a un gros panel de jeux, TF1 aussi, et en fait on peut se retrouver avec des fonctions faites comme ça, mais après on va dans la console, on change l'état, on a accès à tout avec le score et tout et tout. On peut même lancer la fin si on veut directement, donc c'est mieux de init des fonctions directement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Forcément, minifier le code, chiffrer les appels en Ajax, récupérer les données du joueur avant que les parties soient lancées. C'est arrivé à différents jeux où tout simplement, genre par exemple, vous arrivez et en fait il y a le score qui a changé. Alors on ne sait pas pourquoi, il y a une partie à 2 millions de points, alors que le maximum c'est 2200 points, si on peut dire. Alors du coup, c'est toujours bien de minifier son code, c'est un peu plus chiant pour les gens. Chiffrer les appels Ajax, ça ça me paraît, je crois qu'on va même pas en parler. Et les données des joueurs avant, c'est très important dans le sens où si jamais on veut récupérer ses parties précédentes, on va pas le lancer pendant le jeu, parce que s'il a fini sa partie alors on essaye encore de récupérer les autres, c'est un peu problématique. Et maintenant on arrive aux pro tips. Ouais. Alors du coup, c'est juste 2-3 trucs vraiment très simples, mais qui sont quand même pratiques. Très simple. Là, c'est quoi ? C'est pas ça. Tac, tac. Voilà. C'est le système de sprite. En fait, Phaser, de base, il va afficher les sprites dans un certain ordre. Donc, en fait, on va faire ajouter player, ajouter route, ajouter truc. Mais il va pas s'embêter à dire ouais, je vais afficher celui-là plus que l'autre. Alors, la bonne pratique, c'est dès qu'on affiche notre sprite, on lui rajoute un objet, une propriété ZAddex, et en fait on lui donne direct 100, 200, ainsi de suite. Et après on a une petite fonction que vous pouvez recopier sur vos carnets, qui en fait va faire le tri automatiquement. Alors le petit plus, c'est un fichier utils. En fait, au lieu de
au lieu de... nous, notre cas par exemple, c'est Peter Sagan, le sprinter, change de voie. Et en fait, du coup, des fois, il est en superposition avec un objet. Genre, par exemple, il y a une vache qui est un peu plus grand que lui. S'il est à la première voie et que le Peter Sagan, du coup, lui, est sur la deuxième voie, selon l'ordre d'affichage, il y aura un petit bug graphique forcément. Alors du coup, en fait, on fait un retri à la volée, à chaque fois au clic. On va pas le refaire à chaque frame, ce serait beaucoup trop lourd et sans intérêt. On le fait à chaque événement de clic, vu qu'il n'y a que ça à gérer. Et du coup, on part, au lieu de dire ouais, lui je lui donne 100, lui je lui donne 200 et tout, et après on a carrément oublié quel était l'ordre des trucs, on fait les décors tout simplement, on lui dit 100, la route c'est à partir de 200, et lui l'interface est à partir de 999. Mais du coup, on rajoute juste une propriété qui a 9,7, tout simplement, genre dès qu'on a la route ça va être 100, on va pas s'embêter, on met un offset du coup à 0. Ça va mettre 0. Dès qu'on init le sprinter, c'est 100, on l'incrémente de 1, ça va être 101. Et du coup, c'est lui qui va vraiment gérer tout le système de Alex. Du coup. Petit trick aussi sur le zoom du jeu, forcément. Sur PC, on est en 1920. Sur mobile, on est en 320. Sur 1920, du coup, on voit limite la fin du jeu. En 320, on en est encore très loin. Donc, ce qui est une bonne chose, enfin une chose intéressante qui serait à faire du coup, pour ne pas qu'il y en ait un qui serait plus avantagé que d'autres, on charge le sprite, et en fait, on éteint l'écran, on rallume l'écran, on charge le sprite en fait, on prend, et après on fait juste un calcul en croix, où en fait on fait selon la taille d'écran, on affiche, on veut que le personnage fasse 10% de la map, par exemple, que ça, après, du coup, le personnage fera toujours 10% de la map, selon n'importe quelle taille d'écran. Et du coup, on est toujours sûr de ne pas avoir d'avantage, de ne pas déséquilibrer certains plus que d'autres, ou qu'il y ait des soucis plus que d'autres. Pardon. Et de toute façon, si je me souviens bien, mais les slides, c'est fini. Voilà. De toute façon, c'était fini. Très bien. Donc si vous avez des questions, si vous avez moins de questions, même s'il y a des gens qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Si vous voulez pas poser des questions maintenant, vous pouvez en poser juste après. J'en profite, j'ai une question. Oui. Donc j'ai appris que sous Safari, quand tu es en mode batterie, le nombre de FPS que tu peux avoir avec le Request Animation Frame, il est droppé à 30. Exact, il est droppé à 30, tout simplement pour un souci de performance, forcément. C'est un choix, mais après ça dépend, franchement ça dépend des jeux. Du coup, genre par exemple, nous on avait besoin d'un fort taux d'FPS, donc un 60 FPS, vu que c'est un défilement assez rapide et très intense, donc du coup nous on avait vraiment besoin des FPS. Si on est sur un RPG, où en fait on a juste une vidéo à la Zelda, où on fait bouger notre personnage, les 60 FPS sont pas vraiment intéressants en soi. C'est un 30 FPS suffit largement. Si on est dans un jeu de combat à la Street Fighter, là oui c'est sûr, les 60 FPS sont de nouveau possibles. Après, ça serait un truc qu'on pourrait peut-être détecter en JavaScript, genre vous êtes en mode économie, juste une petite pop-up. Même un système dans l'interface directement du jeu, c'est généralement mieux, dans le sens où si jamais le joueur lance le jeu en mode plein écran, si jamais il a une notification qu'on lui fait, genre une balise HTML qui s'ouvre, en fait ça va lui quitter le mode plein écran, elle a perdu sa partie parce que son téléphone a lagué. On fait une UI directement, c'est dans le jeu, c'est fait comme ça, et voilà, on va pas s'embêter à changer les fonctions de chacun. Très bien. Donc voilà. Une question d'un peu. Dans le cas des collisions particulières, Oui. par exemple, si je prends un cercle. Ouais. Alors oui, c'est chiant. En fait, il y a plusieurs modes de physique, si on peut dire. Il y a arcade, il y a ninja et il y a box. Si je dis pas de bêtises, le seul qui gère les collisions particulières, c'est box actuellement. Arcade ne le gère pas, ninja le gère pas non plus. Il y a vraiment que box. Par contre, c'est des calculs différents qui sont faits par phaser, donc toi tu n'as pas besoin de t'embêter là-dessus de base. Mais alors de ce que j'ai pu en comprendre,
vu que c'est pas le mode que j'ai pu utiliser, je me suis pas forcément beaucoup intéressé dessus, mais de ce que j'ai pu en comprendre, les calculs sont un peu plus longs, ils sont un peu plus, pas biaisés, mais ils sont plus longs. Donc c'est un peu plus problématique de gérer ça. Après, tu peux... Après c'est un jeu vidéo, tu prends, tu triches, tu triches du début à la fin sur comment gérer le truc. Genre si tu veux, tu peux lui init plein de body. Genre en fait t'as un cercle et tu lui dis il a un body là, un body là, un body là, un body là, et en fait tu fais qu'il a que des coins de 60 body, et donc du coup tu gères un peu tricky comme ça. Mais il n'y a pas d'autre solution, soit le mode arcade, soit celui-là. Voilà. Ou alors tu te fais tes calculs à la main, mais c'est bête, ça sert à rien de prendre phaser du coup. Donc voilà. Moi j'ai une question. Mhm. Je me demandais si tu avais utilisé des logiciels tiers par exemple pour gérer ta map de sprites. Alors, sur le coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de logiciels. Il y a même un logiciel fait par l'éditeur, si je dis pas de bêtises, un IDE où en fait on a un truc un peu comme Unity, Unreal Engine, où on a vraiment une interface, on déplace nos sprites et tout comme il faut. Pour nous, c'était pas forcément très intéressant. Vu le projet que c'était pas une map à la Zelda avec plein de trucs. J'ai vu aussi qu'il y a, enfin, ça donc du coup pour les RPG, il y a aussi un système de tiles exactement, donc de tuiles où on dit, bah voilà, on a on crée notre map sur un logiciel tiers avec les textures comme il faut, on fait un export et Phaser le prend automatiquement. On a juste un fichier d'export, on dit à Phaser voilà ça c'est ma map, il va le prendre automatiquement. Donc oui, il y a des logiciels pour gérer tes tiles. Il y en a plein, mais il y en a un qui est très bien utilisé. Mais bon, là, du coup, vu que je l'ai pas en tête, ça, Google, tu trouveras facilement, quoi. Mais du coup, tu as déjà un truc qui est fait pour ça. Donc voilà. Ce sera tout. Ah, merci beaucoup. Merci.